Bien, il est 14h03, je vous propose de démarrer. Celles et ceux qui se sont inscrits ou inscrits vont nous rejoindre au fur et à mesure. En ce qui me concerne, je vais me présenter parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on fait pour commencer une discussion. Moi, je m'appelle Cédric Hardy, je suis le délégué général de la Fédération Art Vivant et Département. Je ne vais pas m'étendre trop sur la présentation de la Fédé, mais dans les grandes lignes, c'est une organisation nationale qui rassemble des départements et des agences culturelles départementales qui œuvrent en faveur des politiques culturelles et surtout en faveur de la coopération à l'échelle de l'espace géographique départemental. C'est une fédération qui a inventé ce fameux laboratoire, le LUCA, en lien avec le Bureau des possibles et Villes Innovation, et qui a du coup commis un rapport en 2021, dont les travaux avaient démarré en 2019, donc qui s'appelle De la coopération culturelle à la culture de la coopération. Donc un rapport qui est encore téléchargeable en ligne sur lucarecherche.fr et qui est finalement le support sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui pour accompagner des territoires qui veulent faire le pari de politique culturelle plus coopérative. Voilà pour les annonces de présentation. Alors, on travaille avec le département du Pas-de-Calais depuis le mois de janvier dernier pour structurer le futur schéma départemental dans des enseignements artistiques, 6e version, et Magali nous en parlera juste après. Magali Limous, qu'on présentera juste après, pardon, Magali. Du coup, le schéma de la démarche, on a démarré en janvier dernier. On a eu toute une phase de préparation, de diagnostic auprès des acteurs, on va dire stratégiques, vu notre sujet, l'enseignement artistique. On a pu organiser une conférence atelier. Alors là, il faut que j'oublie pas, j'ai un super diapo. Conférence atelier, c'était début février, qui nous a permis de fédérer les acteurs de l'enseignement artistique du territoire du Pas-de-Calais et surtout de révéler les premiers éléments repérés, simplement, les premiers éléments de diagnostic. On est ensuite allé sur une logique de diagnostic participatif après un comité de pilotage. Donc, ce diagnostic participatif, il a permis d'aller sur le territoire, d'aller rencontrer un certain nombre d'acteurs, de pratiquants, de familles pour affiner finalement le diagnostic des enseignements artistiques dans le Pas-de-Calais, mais au contact du réel cette fois-ci. On a eu un atelier pour définir finalement cet écosystème des enseignements artistiques, pour délivrer des outils à une équipe projet. On a organisé des premiers webinaires, donc je vais aller assez vite. On a réuni les partenaires externes, finalement, des partenaires du champ social notamment, partenaires de la jeunesse, pour les interroger en quoi, finalement, cette politique d'enseignement artistique pourrait être un levier pour travailler en direction de leur public. On a également réorganisé des webinaires, c'était le dernier en date avec le SIAM sur la question du cirque. On a eu des ateliers sur les dynamiques de communauté et un atelier enjeu qui, du coup, a permis de synthétiser l'ensemble de cette observation au contact du terrain. Voilà. Aujourd'hui, on se situe concrètement à l'endroit et au moment où nous allons lancer la phase de coconstruction des actions, finalement, qui viendront, je l'espère, et nous l'espérons tous, nourrir ce futur schéma départemental des enseignements artistiques. Le jeudi prochain, nous nous réunissons au 99 bis à Wany. Je parle sous le contrôle de Magali. C'est Wany? Non, c'est pas Wany. Si, Wany. Sur une journée de travail avec des acteurs justement de l'enseignement artistique, des pratiques amateurs, du social, de la jeunesse, etc., pour imaginer les aspects opérationnels du futur schéma. On aura une autre étape sur les ateliers de gouvernance. Et aujourd'hui, en fait, on est sur le 3e webinaire que nous avions promis d'organiser aux côtés du Pas-de-Calais. Donc, c'est un webinaire aujourd'hui qui est coordonné par nous, Fédération, avec, dans le cadre du LUCA. Ça, c'est une première chose. C'est un temps de rencontre qu'on veut national, c'est-à-dire qu'il permet déjà aux acteurs du territoire qu'on accompagne de se rencontrer, mais aussi c'est une thématique qu'on ouvre aux communautés LUCA que nous accompagnons par ailleurs dans d'autres territoires. Je pense notamment aux intercommunalités du Bugey Sud ou bien à Loire-Forez Agglomération, qui ont peut-être des représentants ici dans l'assistance. Et c'est aussi, et bien entendu, un webinaire ouvert aux adhérents de la fédération. Les objectifs de ce webinaire: partager une pratique, partager un parcours, un projet, s'inspirer collectivement, favoriser aussi l'interconnaissance. N'hésitez pas à échanger, à vous repérer, à partager vos mails dans le chat, en public ou en privé. Et l'idée, c'est de permettre aussi de poursuivre ces échanges en dehors de cet accompagnement et dans le long terme. J'en viens au sujet du jour. Peut-on former les professeurs d'enseignement artistique? Formulation volontairement polémique, vous en conviendrez, pour ouvrir le débat et nourrir les échanges, justement avec Yannick Lefort, directeur du CFEDEM de Normandie à Mont-Saint-Aignan. Donc, on va avoir du coup plusieurs temps d'échange. En fait, ça va s'alterner. Une prise de parole de Yannick Lefort suivie d'un temps d'échange d'une vingtaine de minutes. On revient sur une prise de parole de Yannick et ensuite on clôturera avec un temps d'échange pour ce webinaire d'1h30 environ à 15h30. Voilà, Magali, j'en ai déjà beaucoup dit. Je m'arrête là. Je te laisse la Quel parole. panache, Cédric!
Bravo, en début d'après-midi, en attaquant la semaine, super, merci beaucoup. Je ne vais pas en redire beaucoup plus, peut-être juste resituer parce que je vois plusieurs noms qui ne sont pas forcément du territoire du Pas-de-Calais, juste pour resituer un petit peu le territoire départemental. Donc, presque 1,5 million d'habitants, on est tout en haut, hein, nous, de la carte de France. Presque 1,5 million d'habitants, 890 communes à peu près. 95 établissements d'enseignement artistique qui sont accompagnés par le département, un schéma départemental effectivement qui est arrivé à son terme en 2020, on va dire, avec un travail qui s'axait autour de, enfin qui s'articulait pardon autour de 3 axes sur les questions d'accessibilité, de formation, de présence artistique en territoire et d'autres thématiques du même ordre. Constat a été fait qu'il y avait un réel besoin déjà au niveau territorial sur la question des enseignements artistiques à plein de niveaux, mais surtout aussi, et en discutant, et là je me tourne parce que je vois quelques noms par contre que je reconnais, des problématiques qu'on rencontre sur le territoire sur la question de l'adaptabilité des enseignants, des équipes enseignantes avec ce qui leur est de plus en plus demandé au niveau des collectivités, à savoir une capacité à intervenir en dehors de l'établissement d'enseignement artistique pur et d'aller vers les fameuses EAC, hein, l'éducation artistique et culturelle, qui est fortement, encore une fois, je leur dis, demandée par les établissements d'enseignement artistique. Et en parallèle de ça aussi, des problématiques qu'on rencontre, mais je crois aussi que c'est au niveau national, et Yannick pourra l'infirmer ou confirmer, mais des problématiques aussi au niveau du recrutement des équipes d'enseignement artistique, des questionnements au niveau des directions des établissements qui sont de plus en plus mis à mal par divers impératifs qui sont tant ceux des schémas d'orientation, d'un schéma d'orientation nationale, on va le dire au global, pour les établissements qui bénéficient d'un classement d'État, mais même y compris pour les établissements hors classement d'État, des vraies difficultés rencontrées sur le territoire au regard des différents enjeux et des différentes pressions qui sont mises sur ces établissements. Sur la question pour sortir un peu de certaines pratiques qu'on avait l'habitude de mener jusque-là. Nous, des problématiques auxquelles on est directement confrontés, qui sont celles du recrutement. On va se le dire aussi tout de suite, hein, du recrutement pour des enseignants et aussi des équipes pédagogiques au niveau global et des directions des établissements d'enseignement artistique, ce qui a fait débat, hein, et ce qui nous a amené aussi à échanger, à discuter activement avec Yannick qui interviendra là sur justement l'importance de la présence d'un projet d'établissement et d'une direction d'établissement. Et donc, je vous propose d'ouvrir justement la discussion aujourd'hui en posant en vous, je sais déjà plus, hein, Yannick, pardon, mais en vous posant la question, Yannick, sur le pourquoi déjà du choix de prendre la direction d'un établissement, qu'est-ce qui vous a conduit à ça? Et puis après, je pense qu'il y aura 2-3 autres questions qui permettront de continuer à avancer dans le sujet, dans le débat. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Magali Limous pour le département, Cédric Hardy, Louise Robert, avec lesquels j'ai échangé pour préparer ce moment. Soyez réactifs si mon propos n'est pas clair. Et j'ai fait un petit support que je vais vous partager, qui n'a rien de prescriptif, mais simplement ça illustre ce que je compte dire. Alors, effectivement, voilà, en principe, vous voyez ça fonctionne? Comme j'ai pas beaucoup de feedback. Très bien, parfait. Alors, j'ai mis une précaution au Parlement. On a des réserves de précaution. Moi, j'ai une précaution de réserve. C'est que mes propos peuvent être parfois interprétés comme iconoclastes. Alors, je voulais juste vérifier ce que c'était. Parfois, ça s'attaque à la bien-pensance et aux idées reçues, mais en tout cas, seulement à la bien-pensance et aux idées reçues, et en aucune manière aux personnes. Je continue à parler au nom d'un établissement supérieur que je dirige, et évidemment, pas au nom du ministère de la Culture directement, mais au nom de l'accréditation qui nous confère pour accompagner la formation des enseignants. Alors, effectivement, c'est une question vive que celle qui est posée, et j'ai proposé d'y répondre par un parcours en essayant d'être pas trop lénifiant. Si c'est trop soporifique, avec les micros coupés, on n'entend pas quand les gens ronflent, ça c'est assez pratique.
Et puis, voilà, donc je me suis dit, peut-on former les enseignants artistiques? Alors, c'est oui, non, ne se prononce pas. Je me suis dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin, sinon vous n'alliez pas être tout à fait satisfait du rendez-vous. Alors, je me suis dit, j'allais commencer avec vous par comment je suis arrivé là. Ben, je vais remonter au déluge, à mon arrière-grand-mère, peut-être pas, tout simplement à ma formation de musicien. Je l'ai faite au CNSM de Lyon et avant dans différents conservatoires dans l'Est de la France. Et puis après, j'ai souhaité me former à l'enseignement. Et donc, j'ai suivi une formation à l'enseignement. Alors, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai suivi une formation à l'enseignement. C'est d'abord parce que j'ai appris des choses, et pour enseigner, a priori, la logique des savoirs est importante, mais c'est aussi parce que j'ai travaillé la question du rapport à la pratique des savoirs et à l'enseignement de ces pratiques. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris en formation à l'enseignement? Alors, j'ai surtout appris à passer d'une position d'agent, c'est comme ça qu'on dit, c'est pas l'agent de police, hein, c'est l'agent au sens de l'exécutant, à celle d'acteur petit à petit. Et au cours de mon histoire personnelle, professionnelle, j'ai souhaité être un peu plus auteur que juste acteur des questions vives qui se posaient à moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait en formation? Ben, en formation, on se forme. Et alors, la différence entre l'agent, l'acteur et l'auteur, ben, c'est que l'agent, il est en formation, l'acteur, il se forme, et l'auteur, ben, il se professionnalise. C'est quoi la différence? Ben, c'est surtout que dans la question de la professionnalisation, il y a l'idée de contrat de formation. C'est-à-dire qu'on négocie un certain nombre de choses. Pas tout, bien sûr, mais un certain nombre de choses. Et ça, c'est une découverte, parce qu'effectivement, l'enseignement que j'ai reçu pour devenir violoncelliste, puisque c'est l'instrument que je pratique, eh bien, c'était un enseignement d'agent, parfois d'acteur, hein, au sens interprète, euh, mais pas beaucoup au sens professionnalisation. C'est-à-dire que à de très rares moments, on a été en capacité de négocier un certain nombre de choses. Non pas tout, il ne s'agissait pas de faire un supermarché, mais de se dire, tiens, ben, il y a un certain nombre d'axes de ma formation que je pourrais peut-être négocier. Ça a été vraiment une révolution. L'autre chose qui était très importante, c'était de me dire que enseigner, être formé ou se former, donc enseigner, c'est la logique des savoirs. C'est-à-dire ce qui prime, c'est qu'est-ce qu'on enseigne. Alors effectivement, on ne peut pas enseigner s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de savoir disciplinaire. Mais être formé, c'est penser aux pratiques des savoirs. C'est comment on fait pour faire. Et ça m'a aussi beaucoup questionné. Et puis, il y a encore deux autres points que je voulais aborder avec vous. C'est ce tableau-là, qui n'était pas celui-ci quand j'ai fait mes études, mais qui était celui-ci quand je suis arrivé à la direction du CFEDEM. C'est les chiffres du ministère de la Culture. Combien y a-t-il d'élèves en premier cycle? Bon, bah, 2/3, un peu plus. En deuxième cycle, un quart. 7% en troisième cycle court et en cycle spécialisé, alors maintenant ça va un peu changer, mais 1%, c'est-à-dire pas grand monde. Et quel est le projet du conservatoire? Eh bien, ce projet du conservatoire, il est lié à une histoire. Et cette histoire, vous la connaissez sans doute toutes et tous, mais enfin, je la résume en quelques mots. Comment construire une pyramide en commençant par le sommet et en moins de 200 ans? Alors, évidemment, il y a quelques références. Si on regarde l'histoire, ben, l'histoire, c'est les chapitres du Royaume de France. J'emprunte à Emmanuel Ondré, que certains connaissent. Plein d'écoles, de chapitres, cathédrales, collégiaux. Et puis, évidemment, ce qui ne figure pas sur cette carte, c'est les maîtres chez lesquels on rentrait pour apprendre la musique. Et on apprenait toute la musique. On apprenait à lire, écrire, compter, mais aussi lire, écrire, compter la musique. Et puis plusieurs instruments. Mais seules les corporations devenaient des musiciens, pouvaient engendrer des musiciens. Très rares étaient les changements de corporation. Puis, quand est arrivée la Révolution, on a eu un autre projet. Et
à mon avis, toutes les questions qu'on se pose, elles n'ont aucun sens dans une dictature ou dans un autre système politique. C'est-à-dire que ça n'a de sens que parce qu'on se pose la question, 1, de la démocratie et 2, de la République. Démocratine, quoi, le pouvoir au peuple, c'est-à-dire il faut que les gens puissent avoir du pouvoir sur quelque chose, être acteurs, peut-être auteurs de leur formation, pour reprendre mes propos de tout à l'heure. Et la République, ben, c'est la chose publique, étymologiquement. C'est-à-dire que les gens ont besoin de savoir ce qu'on attend d'eux. Il faut pouvoir dire à l'avance ce qu'on va faire et pourquoi on le fait. Donc, il n'y a pas tous nos problèmes de démocratisation des enseignements artistiques si on n'est pas dans une république démocratique. Donc, effectivement, la démocratie, c'est bien compliqué. Hein. Certains disent c'est le bordel. Eh bien, moi, je ne pense pas. Je pense que c'est la richesse. Et en ces temps troublés, c'est drôlement précieux. Et pour autant, le projet républicain a été de se dire on va jouer les hymnes de la République pour faire valoir les idéaux de la République naissante et on abandonne la logique précédente que je vous ai montrée juste avant. Alors le problème, c'est qu'évidemment, pour recruter, il manque un peu des bouts. Alors petit à petit, on fabrique des succursales. Donc 1800, là. Après, il y a des petits retours en arrière historiques. Hein. Les historiens suivront. En 1848, c'est passé un peu de restauration. Puis après, ben, le projet reprend, finalement. Et puis, on a récupéré l'Alsace et la Lorraine. 1930, pour arriver, l'étude d'Emmanuel Ondré, auquel j'emprunte, s'arrête en 2000, où finalement, on a autant de succursales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces succursales, elles étaient là pour recruter l'élite de la République, pour former des gens en capacité de faire valoir l'idéal républicain. Et ça, c'est la structuration des écoles. Et donc, les plus petites écoles se structurent avec des sous-succursales. Mais ce projet-là, il irrigue complètement notre système. Et on a énormément de mal à s'en émanciper parce que qui n'a pas dit, moi le premier, que rentrer au CNSM, c'est quand même drôlement bien. Et quand il y a des élèves qui rentrent au CNSM, de Paris, puis de Lyon, puisque ça a ouvert dans les années 80, c'est une réussite pour l'école. Or, le projet a complètement changé aujourd'hui et c'est très compliqué de s'en émanciper. Et donc, une chose qui m'a frappé, c'est que le texte que je vous lis là, c'est une des questions qu'on pose à nos étudiants, mais qu'on m'a posé quand j'étais étudiant. En musique, l'enseignement individuel a une réelle supériorité sur l'enseignement collectif. Qui est l'auteur du texte? Quelle est son époque? Et finalement, comment est fondé et structuré le conservatoire, enfin, le modèle dont il parle. Et alors, ce monsieur, c'est Théodore Dubois, membre de l'Institut, c'est-à-dire directeur du conservatoire dans les années 30. Des classes par niveau et par discipline, une spécialisation instrumentale, un maître, un élève, du préceptorat, une contradiction entre le début et la fin du texte. Je vous épargne le texte, mais je peux vous le donner à lire, où il dit finalement ce qui vaut, c'est l'enseignement individuel, mais pour la théorie, pour le solfège, pour un certain nombre de choses, pour l'orchestre, c'est collectif. Et donc, effectivement, ce modèle-là, il est extrêmement difficile à dépasser. Et pour moi, ça a été une question vive, y compris pour moi-même. C'est-à-dire que la boucle était bouclée. Et puis, dernière chose, les questions de professionnalisation dans le domaine de l'art, ben, elles se heurtent au fait que souvent, c'est dit, chez nous, c'est différent. C'est un domaine artistique, c'est différent, on ne peut pas en parler de la même façon. Si on est bon musicien, on va être bon pédagogue. C'est vrai que si on ne sait pas la musique, c'est quand même difficile d'enseigner la musique. Ça, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que s'il y a la seule maîtrise qui fonde le rapport à la formation de l'enseignant, de l'artiste enseignant, eh bien, évidemment, on va se retrouver un petit peu emprunté. Le modèle maître-disciple, eh bien, celui-là, il est historique parce que comme on a arrêté les corporations et arrêté les chapitres du Royaume de France, eh bien, on a mis les corporations dans le conservatoire. Ce qui fait que ça continue et c'est un enseignement qui 300 ans d'enseignement de cette manière-là, eh bien, ça ne se dépasse pas comme ça. Et puis, la formation des maîtres de stage pour l'accompagnement, c'est aussi très problématique. Bref, tout ça, c'est des questions vives auxquelles j'étais confronté en tant qu'étudiant, et ce n'est pas très facile à vivre parce que c'est complètement en opposition avec ce qui m'avait construit. En tant qu'artiste, c'est tout cette fabrique-là
de mes croyances, de mon rapport à la musique, qui était remis en question. Voilà un peu ce qui a été le premier point de mon parcours. Donc, le deuxième point, ça a été quand je suis arrivé comme enseignant. Bah, ça a développé chez moi d'autres questions vives. Alors, je vous prépare de quelques-unes. Ça. Alors, ben, finalement, les conservatoires sont extrêmement riches. Et ça, c'est vrai, et ils sont de plus en plus riches. Il y a énormément de choses et de plus en plus de choses. Mais souvent, c'est des additions de pratiques. Si on regarde le modèle historique, c'est-à-dire le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il y a une foule, mais une variété, un buissonnement incroyable d'enseignements disponibles. Et pour autant, si on regarde le cursus d'un étudiant, ben, c'est relativement horizontal. Alors, moi, ce que je constatais dans l'établissement dans lequel j'étais, qui était un CRD, à l'époque, ça s'appelait une ENM, qui était d'ailleurs une ENMD, j'en suis très heureux, c'est qu'en fait, le parcours des élèves, c'était comme ça. Et c'est encore beaucoup comme ça, parce que c'est très compliqué de faire autrement quand l'entrée, elle est disciplinaire. Donc, critiquer, c'est gentil, mais quand on veut faire autrement, ben, faut se retrousser les manches. Alors ça, c'était vraiment une question vive. Et puis, une autre question vive que je peux partager avec vous, c'était que finalement, donc là, j'emprunte à un bouquin de Demange, Anne et Lartigot, Apprendre la musique ensemble, les pratiques collectives de la musique, base des apprentissages instrumentaux, 2007. Si on regarde ce schéma, quand il y a un grand nombre d'élèves, on a une session dirigée, il y a un répertoire de référence, c'est centré sur des attitudes à acquérir, musicien d'orchestre par exemple. Quand c'est des élèves débutants, souvent on fait du travail de chant choral, il y a un répertoire spécifique, il y a des apprentissages qui sont là aussi reliés à cette logique-là. Quand il y a une formation hétérogène, on peut avoir des stratégies d'exploration, et à ce moment-là, la musique sans support, l'improvisation, l'incursion dans le monde de l'oralité est plus facile. Puis quand on a des ateliers de formation musicale, là, il y a un instrumentarium spécifique, un effort de décontextualisation. On apprend, je ne sais pas quoi, la modalité, qu'est-ce que c'est que moduler, qu'est-ce que c'est qu'une cadence, etc. Donc, on apprend des notions. Et alors, finalement, si on se dit, tiens, mais si on mélange ça, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, on veut un grand nombre d'élèves, des stratégies d'exploration, des efforts de décontextualisation, et on veut apprendre des notions. À ce moment-là, il faut réfléchir à comment on organise les choses dans l'école. Évidemment, c'est des questions que toutes les directrices et les directeurs d'écoles de musique, de danse, enfin, les directeurs d'écoles de pratique de l'art se posent. Alors, ce qu'on a essayé de développer, c'était, la musique écoutée et jouée dans le monde n'est pas celle des élèves. C'est pas très grave, parce que les mathématiques qu'on apprend à l'école ne sont pas les mathématiques des mathématiciens. On utilise tous les jours, moi j'ai un appareil comme ça, je sais pas, vous aussi sans doute, qui s'appelle un téléphone. Dedans, il y a des millions de calculs, on ne les maîtrise pas, c'est pas dramatique. Mais pour autant, il faudrait savoir si c'est adapté à la mission qui est la nôtre. Et puis, il y a une autre chose, c'est que souvent dans les écoles, on fait l'école, on fait la classe, surtout pour les enseignants. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Donc, pour que les enseignants gagnent leur vie, il faut mettre des élèves dans leur classe. Et ça, c'est très utile parce que ça permet aux enseignants d'avoir un statut correct. Mais le problème, c'est qu'on envisage les enseignements comme des pratiques très spécifiques. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai beaucoup joué de musique pour mon prof. C'était des hommes. Hein. J'ai eu une femme, mais sinon, c'était des hommes. Et j'ai beaucoup joué de musique pour mon prof. Je pense que c'est la personne à laquelle j'ai joué le plus de musique dans ma vie, dans toute une partie de ma vie. Et ça, effectivement, quand on est un établissement d'enseignement artistique, c'est une question qu'on peut se poser. Et puis, il y a d'autres choses dont il fallait prendre connaissance et qu'il ne fallait pas négliger. Les enseignants et les directeurs
surtout le directeur de l'école en question, il préférait quand même les ensembles dirigés. Parce que le directeur aussi, il faut qu'il ait du travail musical. Donc, s'il dirige un orchestre, il se sent quand même plus important. Et moi, j'avais la charge de 2 orchestres et ça me posait vraiment problème d'être là devant. Non pas que bon, je ne dirige pas bien, mais ça, ce n'est pas nouveau, mais je pouvais apprendre. J'avais quand même quelques compétences. J'avais fait de l'écriture, de l'analyse, de l'orchestration, enfin plein de choses qui pouvaient m'être utiles. Et puis, il y a un autre constat que je faisais, là je rentre un peu dans le concret du dispositif, c'est tous les profs ne faisaient pas leurs heures, notamment moi. Moi, j'étais à 16 heures, et puis en début d'année, il y a un élève de 2e cycle, donc en 2e cycle, chacun sait bien que dans cette école-là, il y avait 45 minutes de cours. Donc, je me suis retrouvé à 15h15, en me disant, bah, c'est bien d'être à 15h15, mais peut-être que mon salaire pourrait servir aussi sur les 16 heures que je dois. Alors, voilà, on s'est posé des questions. Puis, une autre chose qui a émergé, c'est que eh bien, les enseignants savaient faire énormément plus de choses que ce pour quoi on les payait. Si on demande dans séminaire de rentrée ou de sortie aux gens, mais qu'est-ce que vous savez faire et que l'établissement ne prend pas en compte, mais qui pourrait être utile à l'établissement et aux élèves, on a une liste assez impressionnante. Et ça, dans le cadre de projets d'établissement, c'est très intéressant. Donc moi, je l'avais fait avec mes collègues, et heureusement, j'avais un directeur qui était d'accord pour faire ça. Et tout ça pour inventer un dispositif qui est le suivant, c'était faire des pratiques collectives non dirigées, dans lesquelles, pour lesquelles on ne fasse pas revenir les élèves plusieurs fois par semaine, que ça soit intégré à un emploi du temps global préexistant. Généralement, ils venaient 2 fois par semaine, parfois 3, c'était déjà énorme. Qui n'annihile pas les efforts fournis par tous les collègues qui faisaient des ensembles dirigés, qui étaient évidemment ultra majoritaires, mais qui pour autant permettaient aux élèves de jouer, qui permettaient aussi à des enseignants qui généralement étaient considérés comme peu musiciens, par exemple des profs de formation musicale, tout le monde sait qu'ils ne sont pas musiciens, c'est bien connu, à part, ils savent faire chanter les élèves parfois, mais encore. Et donc tout ça, c'était un peu triste. Et on a essayé de faire un dispositif où les élèves venaient, on a organisé ça sur 2 sessions dans l'année, donc ils avaient une session, la moitié de l'année, ils faisaient des pratiques dirigées, l'autre moitié des non dirigées. Et puis on a harmonisé des horaires de telle sorte que tous les cours, toutes les heures de cours libres chez les enseignants, ou bien libérées par décision de la direction, elles aient lieu au même moment. Et alors, ça a marché extrêmement bien, parce que chaque fois qu'on avait besoin de jouer quelque chose, il y avait toujours des groupes pour faire de la musique. Par contre, c'était très compliqué à organiser, parce qu'on avait des tableaux, sur les 960 élèves à l'époque, il y en avait presque la moitié qui profitaient de ces pratiques-là. C'est quand même assez important. Dès le 1er cycle, en associant les départements de musique traditionnelle, en associant enfin, tout un tas de sortes de musique. Et évidemment, du point de vue de l'élève, c'est assez simple, mais du point de vue de l'organisation, c'est une usine à gaz. En revanche, du point de vue des conceptions de mes collègues, on m'a dit, bah, tu sais, tu devrais être directeur. Et ça m'a toujours étonné. Et je continue de m'en étonner. Parce qu'en fait, je pense que les questions de structuration de cursus, ça fait partie du travail d'un enseignant. Savoir ce que je donne pour la semaine prochaine à la page 12 et il va passer à la page 14 directement parce que le morceau de la page 13 n'est pas terrible, c'est intéressant. Mais savoir que quand l'élève quitte mon cours, il va faire autre chose que ce pourquoi j'en ai la complète maîtrise, ben ça, c'est intéressant d'en discuter ensemble. C'est-à-dire le parcours d'un petit homme, les fameux sandwichs de tout à l'heure. Si on commence à dire, bah, voilà, au lieu de faire un sandwich comme ça, on va proposer les ingrédients, puis on va faire en sorte que l'élève puisse soit croquer dans tout le sandwich, soit se fabriquer un sandwich à sa taille, et qu'il puisse manger comme ça de manière équilibrée. Et s'il veut manger d'abord la salade, et puis ensuite le jambon, et puis après le pain, c'est son affaire, on peut l'organiser aussi. Mais c'est à l'école d'être une usine à gaz, mais qui ne doit pas apparaître comme telle pour les élèves. C'est ce qu'on avait cherché à faire. Et effectivement, ça, c'était il y a un bon bout de temps, parce que j'ai retrouvé en préparant cette intervention que ça datait de 2003, ce qui ne nous rajeunit pas. Ça veut dire qu'en 2003, je proposais ça, et je sais que quand je suis parti de l'école pour faire le métier que j'exerce actuellement,
ils ont mis 1 an et demi à tout démolir. Ce qui prouve que c'était quand même assez solide. Parce qu'un an et demi, ça veut dire qu'il y a encore eu une année scolaire complète où ça fonctionnait sans moi. Et ça a été assez vigoureux. Les échanges étaient quand même assez vifs. Et ça a été compliqué. Hein. Le prof de... Alors, j'ai un instrument favori, c'est le turlusiphon, qui est un instrument à cordes soufflées, qui me permet de ménager tout le monde. Donc, le prof de turlusiphon qui a failli en venir aux mains en me disant « mais tu te rends compte les élèves ne sont pas du tout prêts, tel élément technique, ils ne peuvent pas le faire, si ce n'est pas moi qui m'en occupe. » Voilà, des choses qui ont trait à la logique, l'approche disciplinaire. Et effectivement, tout ça est tout à fait normal. Et comme j'étais un prof débutant, je ne me rendais pas compte à quel point ça transformait des choses et à quel point il fallait les accompagner. Voilà, alors, pourquoi je suis devenu directeur d'un établissement de formation? Première partie de réponse, parce que j'ai eu une formation. Et deuxième partie de réponse, parce que j'ai eu une expérience qui a participé du développement d'un certain nombre de réflexions qui sont encore les miennes aujourd'hui, mais qui m'ont permis de, je dirais, on dit à l'université problématiser, ça veut dire mettre des questions sous une question. Voilà, j'ai essayé d'être dans le temps imparti. Je veux dire que vous maîtrisez le timing parfaitement, Yannick. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ça. Donc, on va passer un petit temps d'échange avec les participantes et les participants. Peut-être que vous pouvez juste couper momentanément, s'il vous plaît, Yannick, votre partage d'écran, comme ça on Oui, va je revoir vais tout le le faire monde tout de suite. apparaître. Je vais le faire tout de suite. Merci Comme j'ai beaucoup. 2 écrans, voilà, c'est fait. Royal. Et du coup, n'hésitez pas à lever la main ou soit physiquement, soit avec le petit outil destiné à ça dans les réactions pour éventuellement réagir ou poser des questions si vous le souhaitez. Personne. Bravo de Magali. En revanche, moi, j'attends toujours un petit peu de voir parce que ça peut prendre un peu de temps des fois pour prendre la parole. N'hésitez pas. Surtout que je vois des noms que je connais avec qui on a discuté de ce genre de choses-là. Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a Jean-Christophe, je ne vais pas hésiter à te citer parce que c'est un collègue qui a l'ESMD, donc l'École supérieure de musique et danse de Lille, qui est arrivé qui travaille de longue date avec le SMD, si je ne me trompe pas, Jean-Christophe, mais qui est là de longue date. Sur la question nous, c'est au niveau moi, je reprends toujours la position du département. Moi, je ne suis pas pédagogue. Mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les pédagogues, d'accompagner les directions d'établissement dans un souci de service public. Ce n'est pas toujours simple, mais en tout cas, c'est ce à quoi on travaille. Et c'est vrai que cette question du parcours, cette question de sortir un peu d'un certain mode de fonctionnement, c'est pas très aisé. On sent que c'est parfois même complexe, en fait. Même nous, quand on parle, et on en parlera dans un deuxième temps, mais ça vient interroger la capacité à travailler en mode projet. C'est pour ça que je précise toujours que moi, je ne suis pas pédagogue. Mon boulot, c'est vraiment d'être sur du développement de projet. C'est ce sur quoi je travaille et ce sur quoi j'essaye d'accompagner les établissements d'enseignement artistique. Je rappelle qu'on en accompagne 95. On n'accompagne pas les 95 tous de la même façon, forcément. En tout cas, on sent que là où il y a davantage de réactivité, ou outre la question de la décision politique, ça on peut la balayer tout de suite, on le sait, on l'a dit, mais c'est la capacité aussi des équipes à travailler en mode projet et à savoir travailler en transversalité. Et on sent que c'est ce sur quoi on travaille là avec le Lucas, c'est ce sur quoi on se fait accompagner. C'est pour ça aussi, Yannick, qu'on vous proposait d'intervenir, c'est que, si je ne me trompe pas, au niveau du CFEDEM, il y a une vraie habitude aussi de travailler dans ce sens-là. Et ce que me partageaient certaines directions d'établissement, c'est que ce n'est pas toujours simple d'arriver à coordonner, à structurer. Alors parfois, certains font appel à un projet d'établissement, restructurent à partir d'un projet d'établissement pour fédérer une équipe d'enseignants, quel qu'il soit, que ce soit musique et danse, musique et théâtre, parce que je vois que certains conservatoires nous ont rejoints, on peut parler aussi des arts dramatiques, mais en tout cas, pour nous, c'est une vraie problématique d'arriver à accompagner et de se situer au bon endroit par rapport à ces professionnels. Et ce qui nous revient beaucoup, c'est que, alors de moins en moins avec les formations telles qu'elles sont proposées, mais pour certains, il y a une vraie
appétence ou envie de travailler sur du développement de projet et d'arriver à accompagner sur des parcours dits différenciés, mais qu'il n'y a pas toujours les outils soit de formation, soit à disposition pour avancer dans ce sens-là, quoi. Alors, ce qui serait intéressant, sauf si quelqu'un veut intervenir, ce qui serait intéressant aussi dans un deuxième temps, c'est qu'on voit peut-être comment, au sein du CFEDEM, vous avez réussi à structurer ça et comment vous proposez de former et d'accompagner dans ce sens-là. Mais peut-être qu'il y a des interventions, des questionnements des personnes qui, pour le coup, elles seraient pédagogues et professionnelles de ces questions d'enseignement spécialisées. Moi, je me permets de poser ma question, du coup. Quand on a préparé cette intervention avec Yannick, moi, ce qui m'a frappé, sans le dire, en fait, moi, j'ai pensé tout de suite droit culturel, en fait, dans cette affaire-là. Souvenez-vous, Yannick, en fait, et ce qui m'a frappé, c'est comment, en fait, vous proposez, dans votre schéma, de se mettre à l'écoute à la fois des besoins des élèves, ça c'est une chose, mais aussi des besoins et des capacités des professeurs. Et du coup, on est vraiment sur une logique, une politique quasiment de RH, de capacitation des ressources humaines, hein, des profs au sein de l'établissement. La question est, donc ça c'est votre témoignage quand vous étiez à l'école de musique, c'est comment on fait aujourd'hui quand on est aux manettes finalement d'un conservatoire, qu'il soit à rayonnement communal, départemental ou intercommunal, pour se mettre à l'écoute des compétences des profs et pour pouvoir faire en sorte d'ouvrir un petit peu cette logique de parcours et ce mode projet. Enfin, à mon avis, c'est là que ça se joue. J'aurais besoin d'entendre, et je pense qu'on aurait besoin d'entendre comment ça se joue, les opportunités, les freins que les collègues, je me permets d'utiliser ce mot du coup, rencontrent dans les conservatoires ou les écoles, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre. Comment ça se passe du côté de Lens, comment ça se passe du côté d'Arras. Enfin, voilà, je vois Frédéric qui sourit, enfin, je pointe personne, mais moi ça m'interroge en fait. Quelle réaction finalement salut Frédéric. Comment ça se joue chez vous? Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez eu des tentatives et vous êtes revenu en arrière? Enfin, comment ça se joue? Eric aussi de Saint-Paul-sur-Ternoise qui peut intervenir aussi. Enfin voilà, je vois quelques noms où je sais que on sait que dans vos établissements, c'est des questions qui vous traversent. Moi, je peux parler, bonjour à tous, bonjour Yannick. Je peux parler en tout cas de l'expérience que j'ai sur ces questions-là au travers des 3 derniers établissements que j'ai fréquentés, où souvent la volonté de travailler en transversalité, notamment soit avec la danse, soit avec le théâtre, fait émerger en fait cette réflexion sur un mode d'enseignement qui est effectivement celui que décrivait Yannick, mais qui est peut-être de façon encore plus pointue en musique, c'est peut-être encore plus là qu'est cette réalité de parcours non transversaux, de choses où effectivement on va avoir une chenille au travers de la salade. En tout cas, en théâtre, je trouve que c'est déjà beaucoup plus éclaté et que les parcours sont déjà beaucoup plus différenciés. Du coup, le fait effectivement de créer des projets transversaux permet en fait d'infuser cette idée de liberté dans le parcours de l'élève. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé de très instauré dans le poste précédent que j'occupais à Arras, où vraiment, notamment autour du théâtre, les choses se construisaient de façon extrêmement intéressante. Après, par rapport à ce que tu évoquais, Yannick, comme mode de fonctionnement que tu as mis en place, moi, j'étais surpris, toujours à Arras, de voir aussi des familles, des usagers plutôt très réticents à toute évolution d'abandon ou de modification de la sphère du cours individuel, voilà, de garder sous prétexte d'un parcours d'excellence où enfin on continue, voilà, on répète un modèle et en fait on s'aperçoit aussi que ça rassure un certain nombre de publics. Après, pour ce qui est du poste que j'occupe aujourd'hui à Lens, la réflexion est lancée. Moi, je trouve que les collègues sont plutôt moteurs. La question de laisser de la place en fait à toutes leurs appétences et compétences au-delà de leur spécialisation, elle s'aborde en fait très simplement. On pourrait j'en ai plaisanté au début quand je suis arrivé avec certains collègues en disant mais est-ce qu'il y a des collègues qui sont, je ne sais pas, aficionados de la permaculture? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un jardin potager au pied de l'établissement parce que finalement c'est un lieu de vie et que si
si les familles étaient plus présentes, peut-être qu'il y a des choses qui se mettraient en place plus facilement. Donc, en fait, ces questions-là, de façon assez simple, elles peuvent s'aborder. Et il y a toujours des personnalités qui vont investir ça dans une équipe et qui vont créer un élan. Et petit à petit, moi, j'ai l'impression que ces questions, finalement, de conduite d'équipe, petit à petit, vont se mettre en place. Donc, on retiendra la permaculture comme levier de la cohésion d'équipe, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais et dans le Pas-de-Calais plus spécifiquement. Est-ce que, en tout cas, ça... répondre, je crois. Yannick. Répondre, peut-être pas, réagir. Oui. Parfait. Sur les droits culturels, effectivement, c'est un vrai sujet. Et c'est là qu'il y a une question politique qu'il faut, quand on est directrice ou directeur d'école, il y a un vrai sujet à négocier avec les élus. Parce que les élus, ils sont élus par ceux qui les élisent. Et si on ne veut pas changer, c'est que les conservatoires s'adressent à une classe socio-professionnelle tout à fait spécifique. Moi, je suis fils d'enseignant, ça correspond parfaitement au type de public cible pour les conservatoires. Donc forcément, et comme réussir au conservatoire, c'est devenir professionnel, ben forcément, je suis devenu professionnel. Puis après, j'ai dû me poser quelques questions. Et donc, c'est vraiment ce que je disais au début de l'intervention, et en ça, je réagis à ce que disait Frédéric, c'est qu'on n'a pas besoin de se poser toutes ces questions si on n'est pas en démocratie et en République. Effectivement. Et donc, si on se pose ces questions-là, ben, forcément, c'est des questions complexes. Donc, oui, il y a des gens qui ne veulent pas changer, mais peut-être que ces gens-là, en fait, ils pourraient se payer des précepteurs et que les conservatoires pourraient servir à d'autres types de publics. Mais c'est bien de le dire, mais si on le dit comme je le dis là, peut-être que c'est facile, à la place que j'occupe, de le dire comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite, lâchement. Voilà. Donc, je dirais tout à l'heure quelques mots sur comment on travaille ces questions au CFEDEM, notamment sur la diversité des approches de la musique. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, Yannick, je pense qu'on peut aller directement au fonctionnement. Ah, j'ai entendu quelqu'un? Oui. On a encore un peu de temps, n'hésitez pas. J'ai entendu Elisabeth, alors, j'ai pas vu tout le nom. Elisabeth Le Pape et Anne Garzuel de Loire-Atlantique, musique et danse. Voilà, bonjour à tous, bonjour Cédric et bonjour Magali, que je connais. Bonjour. Donc, Anne Garzuel, je suis avec ma collègue Elisabeth Le Pape, et donc je suis responsable des enseignements artistiques et de la formation en musique et danse en Loire-Atlantique. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur ce que disait Magali avant la présentation de Yannick Lefort par rapport aux difficultés de recrutement. Nous sommes sur un département qui est quand même plutôt favorisé, 1 400 000 habitants, avec un pôle supérieur, un pôle d'enseignement supérieur à Nantes. Et malgré cela, nous faisons quand même le constat sur un renouvellement de génération d'enseignants. Quelques chiffres pour illustrer cela. Donc, on a 35% des enseignants en musique. Je parle des enseignants en musique. La réalité n'est pas tout à fait la même sur la danse. Mais 35% des enseignants en musique ont plus de 55 ans et 15% plus de 60 sur notre département. Et à côté de ça, 11% des enseignants ont moins de 35 ans. Donc, on voit bien qu'à court terme et à moyen terme, on voit bien les difficultés qui se profilent en termes de recrutement, qui impactent déjà très fortement les petites écoles de musique qui sont surtout associatives chez nous en milieu rural et qui commencent également à impacter les conservatoires classés sur l'agglomération nantaise. Donc voilà, je pense que, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai un petit peu l'impression que la problématique doit être assez partagée au niveau national et peut-être même encore amplifiée sur des départements qui sont plus éloignés des lieux de formation initiale. Et donc, ma question, c'est justement, suite à cette situation, puisqu'on va avoir une pénurie d'enseignants, semble-t-il, dans les années à venir,
j'ai un petit peu l'impression que cette réalité-là va réinterroger les formats d'enseignement tels qu'ils existent actuellement, et notamment ce modèle d'enseignement individuel par pratique instrumentale, et peut-être faire, comment dire, aboutir à ce qu'au moins dans les plus petites structures, nous devions plutôt nous tourner vers des formats d'enseignement qui demandent plus de polyvalence de la part des enseignants, qui demandent aussi un fonctionnement en mode projet et peut-être pas un fonctionnement à l'année tel que nous le connaissons. Et puis, oui, ce que je voulais dire aussi, quand on parle de polyvalence, alors polyvalence sur les pratiques, mais aussi, j'ai envie de dire, diversification des postures de l'enseignant, et pour que les enseignants soient aussi amenés à être, par rapport à certains publics, davantage des médiateurs, finalement, que des enseignants. Est-ce que Yannick voulait réagir? Je veux réagir par la question de l'évolution des textes réglementaires. Les politiques publiques, ça se fait par des décisions politiques et ça se fait par l'évolution des textes réglementaires. Or, si on regarde comment, d'une part, les schémas nationaux d'orientation pédagogique, musique, danse, théâtre, ont été structurés depuis ce qui s'appelait les schémas directeurs dans les années 70-80, jusqu'à 2008, on voit une évolution qui va dans le sens de ce qu'indique Madame Garzuel, ça c'est évident, avec un souci de ménager l'existant, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, d'organiser les choses. Et si on regarde le récent projet imposé par le ministère de la Culture sans aucune concertation très récemment, à un grand nombre de partenaires qui se sont d'ailleurs élevés contre ce projet et la méthode, on peut s'inquiéter de ce que vous dites, ça, très, 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 très fort. Donc, une politique publique, ça se fait par les textes réglementaires. Ça, c'est du côté de l'enseignement initial. Mais ça se fait aussi du côté de l'enseignement supérieur. Et enfin, ça se fait du côté des statuts des enseignants. Les statuts des enseignants, en France, ils sont essentiellement portés par la fonction publique territoriale, c'est-à-dire c'est les cadres d'emploi de la fonction publique pour les enseignants dits artistiques. Je n'ai jamais tellement aimé ce mot parce qu'un enseignant artistique, on ne sait pas trop, c'est un artiste qui est enseignant, c'est un enseignant qui enseigne l'art, mais un enseignant artistique, c'est assez bizarre comme nom. Enfin, c'est comme ça. Donc, il y a trois axes, moi je vois, sur un plan réglementaire et du droit. C'est-à-dire que ces politiques, elles se cristallisent dans le droit. Il y a l'enseignement initial avec les schémas d'orientation du ministère de la Culture, qui ne sont pas prescriptifs, bien sûr, et qui organisent. Quand après, il y a un label qui est donné à une école de musique, c'est important que ces schémas ils aillent dans un sens qui participe du projet démocratique républicain dont vous avez fait état, à qui on s'adresse, pourquoi, etc. Si on n'est pas accompagné par des textes, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a les textes sur l'enseignement supérieur. Et enfin, sur la fonction publique. Alors, sur l'enseignement supérieur, à partir des années 90, on s'est rendu compte que les diplômes du ministère de la Culture pour l'enseignement étaient insuffisamment pensés et structurés. Et on a fondé des centres de formation qui s'appelaient CFEDEM ou CESMD pour former les enseignants, en proposant un diplôme Bac+2, puisque c'était le cadre d'emploi qui correspondait, le troisième volet dont je parlerai tout à l'heure. Et on remplit ça avec des contenus de formation. Et puis, petit à petit, il y a une bronca dans les conservatoires les plus importants. Le niveau de ces enseignants est ridicule. Il faut tout changer. Il faut qu'il y ait du perfectionnement instrumental à haute dose, etc. Et puis, petit à petit, les choses se structurent et on fait un autre diplôme qui est un diplôme interprète, dit interprète, qui est le DNSP, Diplôme national supérieur professionnel, qui existe pour le musicien, pour le danseur, pour l'artiste de cirque, etc. Et on le bâtit sur les centres de formation existants, en disant le diplôme interprète, il est à Bac+3, et puis le diplôme d'enseignant, il est à Bac+2. Formidable. Ça va donner envie aux gens d'aller vers le diplôme d'État. Ça, en sachant pertinemment que
l'inscription professionnelle majeure de notre secteur professionnel, c'est l'enseignement. Enquête sur les anciens étudiants du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et de Paris en 1994, je crois, diligentée par l'Observatoire, par le département des études et de la prospective du ministère de la Culture, qui disait entre 60 et 70% des anciens étudiants des Conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse de Paris et de Lyon vivent ou survivent grâce à l'enseignement. Ça veut dire que globalement, les gens sont formés à un métier qui n'existe pas. Ils sont formés à être artistes, interprètes de la musique, de la danse, etc. Et le métier qu'ils vont exercer, c'est médiateur, artiste, enseignant. Là-dessus, on fabrique des pôles d'enseignement supérieur en disant ça va être formidable. Et qu'est-ce qu'on utilise comme modèle pédagogique pour les pôles d'enseignement supérieur? Le modèle du conservatoire, prof-élève. Alors avec des à côté, bien sûr, avec des choses qui sont très intelligemment faites. Je ne dis pas ça, et mes collègues font un travail remarquable. Je dis la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Eh bien, regardez les arrêtés, l'arrêté du 1er février 2008 sur les pôles d'enseignement supérieur, ben, on a fabriqué la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Troisième raison, la fonction publique territoriale. Alors, depuis, excusez-moi, on est passé à Bac+3 pour le diplôme d'État. On est le seul pays d'Europe à proposer un diplôme d'enseignant, alors qu'il y a une masterisation généralisée des diplômes d'enseignants, à fabriquer un diplôme de discipline au niveau Bac+3 et un diplôme d'enseignement au niveau Bac+3, ce qui fait que Bac+3 plus Bac+3 égale Bac+3. Troisième volet, la fonction publique territoriale. Qui invite-t-on dans les jurys? Les vieux réacs de la profession, qui se gargarisent d'être dans les jurys et qui demandent « Mais que donnez-vous comme répertoire à un élève de 2e cycle, 3e décan, 4e année ?» Et si nos anciens étudiants ont mal répondu parce qu'ils disent bah, « La question, c'est peut-être pas le répertoire, en fait, la question, c'est l'émission, c'est la question, c'est etc. » Pas pour botter en touche, parce qu'ils ont des réponses. Eh bien, ils se font retoquer et ils ne sont pas pris comme fonctionnaires. Et dernier point sur les concours de l'accès à la fonction publique, les concours sur épreuve. Qu'est-ce qu'on fait comme épreuve pour les enseignants? Eh bien, des épreuves disciplinaires qui ressemblent au CA sur épreuve ou au DE sur épreuve des années 70. Eh bien, je réponds, changeons déjà les textes réglementaires, sinon les collectivités ne pourront pas avancer. C'est ma réponse, elle est un peu radicale, mais comme je peux la prononcer comme ça, et que j'ai dit que je serais iconoclaste, je la prononce. Mais regardez les textes, je ne dis rien de faux. C'est très référencé quand même. C'est une des réponses que vous apportez, Yannick, mais il y a aussi tout ce que vous mettez en place au sein du CFEDEM. Il y a aussi tout le travail que vous proposez autour de la performance artistique. Il y a aussi il y a la question du politique, c'est certain, mais il y a la question aussi et en positionnement peut-être un peu plus militant, mais dans la façon dont vous abordez aussi l'action au sein du CFEDEM. C'est peut-être le moment justement de nous en parler, de présenter le mode de fonctionnement que vous avez adopté. On n'entend plus. Eh bien, par exemple, j'en branche mon micro. Est-ce que je peux vous partager un écran? Ça doit être possible. Il faut que je fasse une manipulation particulière qui est celle-là. Voilà. Est-ce que là, vous voyez? Alors là, je fais un peu de théorie. Il y a un mot que j'aime bien. Je vais dire des gros mots. Hein. Je vais dire isomorphie. Iso, c'est même, et morphos, c'est la forme. Ça veut dire que la formation qu'on essaye de mettre en place pour des enseignants, quelle que soit leur discipline, ça serait bien, je ne dis pas il faut, mais ça serait bien. En tout cas, on cherche vivement à ce qu'il y ait une même forme entre ce qu'on fait vivre aux gens en formation et ce qu'on espère qu'ils pourront faire vivre à leurs propres élèves ou ce qu'ils pourront faire vivre au sein de l'établissement. D'où ce mot compliqué pour dire tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un modèle, parce qu'évidemment, c'est de l'enseignement supérieur. Donc, dans l'enseignement supérieur, par exemple, on peut faire un mémoire, on peut faire de la recherche. Il ne s'agit pas de faire des conservatoires, des écoles de musique, de danse, de théâtre et des pratiques artistiques, des lieux d'enseignement supérieur ou de tout fonder là-dessus, mais de faire en sorte de réfléchir à un modèle peut-être alternatif, mais instituable. Et que les gens qui le vivent, eh bien, ils soient en capacité d'avoir envie de faire revivre quelque chose de même nature, pas
formellement strictement identiques, mais de même approche. Alors, il y a deux chantiers. Il y a un chantier qui est dans le petit nuage à gauche, et il y a un chantier dans l'enclume, là, avec le marteau. C'est le marteau et l'enclume pour dire que c'est la chose qui apparaît comme modèle. La chose la plus compliquée à faire, c'est de déconstruire le modèle pédagogique implicite de celui qui est en formation. C'est-à-dire les conceptions, alors là je vais parler de moi, mais moi quand j'étais en formation, j'avais des représentations, donc des manières de penser qui me rendaient totalement imperméable à ce qu'on me racontait. Parce que ce qui m'avait permis de réussir, c'était justement ce qui était en train d'être déconstruit. Donc ça, c'est très difficile. Et ce n'est pas seulement une difficulté logique, intellectuelle, c'est une difficulté de son rapport à la légitimité qu'on a acquise grâce à la formation qu'on a reçue. Donc, on existe et on est reconnu parce qu'on en a reçu une formation. Donc, déconstruire ça, c'est ça le modèle implicite. C'est-à-dire que quand on va donner un cours sans avoir de formation, et même avec une formation, parce que, eh bien, qu'est-ce qu'on convoque en premier? Ce qu'on connaît en tant qu'élève. En tant qu'élève, on a connu des choses, on va reproduire ça, c'est normal. C'est des pratiques, ça c'est des pratiques, c'est des actes, c'est des choses en actes. Donc on peut les penser, mais même quand on les pense, quand on est devant un élève ou deux élèves ou un groupe d'élèves, ben pour penser autrement et pour faire autrement, pour agir autrement, c'est très compliqué. Donc il faut déconstruire des choses, ça c'est très très long, et il faut passer par tout un tas de dispositifs. L'autre chantier, c'est d'expliciter le modèle qu'ont les formateurs. C'est que les formateurs eux-mêmes soient capables de dire, voilà, ce que je vous fais, ce n'est pas l'exemple à suivre, c'est un modèle au sens de la couture. Hein. Vous découpez la forme et vous pouvez prendre différents tissus, mais voilà, j'ai une structure, mais je peux en parler. Or, le grand problème, c'est qu'on peut pas, souvent, on ne peut pas parler des choses. De telle sorte que, en ayant une formation qui soit disciplinaire, c'est très important, on enseigne quelque chose, pas rien. Didactique, c'est-à-dire comment on organise les savoirs pour les rendre apprenables par des gens. Pédagogique, c'est-à-dire comment on organise la loi dans la classe. Le pédagogique, c'est la relation et c'est le rapport à la loi. Ce n'est pas de savoir comment on enseigne les troisièmes doigts. Et puis un rapport psychologique, c'est-à-dire que la manière dont on est face aux élèves, ce n'est pas juste oh, je suis très psychologue, je l'accompagne très bien. La psychologie, c'est aussi comment on construit des conceptions des choses. Ça, c'est très important. C'est ça le grand chantier. Et avec ça, on peut faire en sorte que la personne en formation, ben, elle, petit à petit, elle se fasse non pas ce qu'on lui demande de faire, mais qu'elle se construise son propre modèle de formation. C'est pour ça que je dis avec Develay, qui est cité là dans le tableau, que former les gens, ce n'est pas les mettre à la forme, au sens étymologique, hein, la faisselle, on met à la forme. C'est ça étymologiquement, et c'est surtout aider les gens à trouver leur forme. Déjà, ça permet de mettre dans les conservatoires, les écoles, des gens qui ont envie d'exister tels qu'ils sont et qui ont envie de s'épanouir. Alors, ce que je proposais de faire, c'était de vous parler essentiellement de deux choses. Allez, trois. La première, c'est sur l'EAC. Je vais être assez rapide parce qu'effectivement, on a un projet de formation à l'EAC. Voilà des exemples de ce que nos étudiants, donc en 21, j'ai pris 4 exemples, hein, il y en avait un peu plus, structurer des ateliers de musique assistée par ordinateur en milieu très rural, donc avec des gens qui ne sont pas à l'école de musique. Hein. Mettre en place une radio musicale pour un public de personnes âgées très isolées, où les gens sont en action. Fédérer des associations, tiens, il manque un S à association, étudiantes pour que des étudiants en sciences dures se retrouvent autour de pratiques musicales dites savantes. Voilà, un autre projet. Donc, vous voyez que là, on est en dehors des murs et pour autant, on se préoccupe des publics qui pourraient bénéficier de l'expertise, des compétences, des qualités de cet établissement qui sert de ressource. Puis enfin, organiser des ateliers de pratique musicale en musique ancienne dans un quartier dit sensible sur les Hauts de Rouen. Donc Rouen, c'est comme toutes les villes de France, je pense qu'il y en a plein dans votre région aussi. On parque un peu les populations, comme ça on peut les repérer, c'est plus facile. Et puis ça permet de dire, ah, c'est un quartier sensible.
Et donc ça, c'est l'échec des politiques de la ville, mais ce n'est pas mon sujet parce que ce n'est pas ma compétence. Mais j'ai quand même un petit avis dessus. Voilà, alors ça, effectivement, donc comment ça fonctionne? Ben, ils ont un cahier des charges, ils sont accompagnés, mais c'est eux qui font. Mais l'accompagnement, ce n'est pas juste on va vous aider, mon petit, mais c'est aussi mes petits, mais c'est surtout voilà ce qu'on attend de vous, trouver un lieu, trouver des idées, et puis on vous ressource. C'est-à-dire qu'ils ont des cours sur ce que c'est qu'une politique culturelle, ils ont des cours sur ce que c'est qu'une logique de projet. C'est pas donc entre je fais tout seul, enfin je réalise ce projet, j'en ai l'idée, etc., je le construis, je suis accompagné, ils ont à le faire en groupe, parce que nous on pense que isomorphie, même forme, si les gens travaillent en groupe pendant la formation, ils vont avoir plus envie de travailler en groupe dans les conservatoires, écoles et autres. Mais il y a aussi des formats plus classiques d'enseignement où il y a des corpus de connaissances qui sont dispensés. Voilà le principe. Alors, deuxième grand principe, j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est on a des principes, c'est princeps, hein, c'est ce qui est premier, ce qui vient en premier. C'est quand on fabrique des évaluations au CFEDEM, eh ben, on essaye qu'elles répondent à ces 5 points-là. 1, viser la complexité. C'est-à-dire qu'on ne demande jamais aux gens de faire des QCM. Ils sont toujours dans des logiques, alors vous dites en mode projet, c'est la mode le projet ou c'est les projets qui sont à la mode, en tout cas qui sont dans des logiques du faire, mais référées à un certain nombre de questions théoriques. La deuxième chose que l'on tente de mettre en exergue, c'est d'expliciter les attentes. C'est-à-dire que dans un service public, on doit pouvoir expliciter, pas expliquer, expliciter, dire voilà ce qu'on attend de vous à la fin. Ensuite, comme on est dans un établissement de formation, on veut distinguer ce qui est de l'ordre du processus et ce qui est de l'ordre du produit. Vous devez réaliser quelque chose, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est comment vous vous y prenez pour le faire. Donc, faire en sorte que dans les cahiers des charges, il y ait déjà ces 3 premiers points. Enfin, que bien sûr, ça permette de développer de la réflexivité. Vous avez tout raté, ça ne fonctionne pas, mais quels enseignements en tirez-vous? Et enfin, permettre des remédiations. Alors ça, c'est un mot vraiment horrible, mais on n'en a pas trouvé d'autres. Remédier, c'est faire quelque chose pour éventuellement recommencer si on n'est pas validé. Parce qu'on pense que c'est plus constructif. Donc ça, c'est une pédagogie de la réussite, ça s'appelle. Comme on a sélectionné les gens à l'entrée, notre but, c'est qu'à la fin, ils sortent avec le diplôme en étant formés. C'est les 2 conditions. Donc ça, on essaie de le mettre en place dans toutes nos logiques de formation. Alors, un autre dispositif, les cours d'écriture, par exemple, on les fait avec 2 enseignants, dont un monsieur qui s'appelle Jean-Yves Emo, ça s'écrit Amos, qui est un spécialiste de musique ancienne. Il a enseigné au CNSM de Lyon et à la Haute École de musique de Genève, dans le département de musique ancienne, mais il fait travailler nos étudiants avec un collègue qui s'appelle Gérald Venturi sur les questions de fabrication de musique. Et ils ont là, l'exemple que je vous donne, ils avaient 3 ou 4 ateliers, un en chant sur le livre, contrepoint Renaissance, un sur la musique baroque, et il y en avait 3 alors, et un sur de la musique classique. Et ils devaient, par des systèmes d'improvisation, petit à petit, fabriquer de la musique au départ d'un système oral. Et une fois qu'ils arrivaient à improviser des choses, ça leur convenait, ils le notaient. Puis une fois qu'ils le notaient, ils improvisaient une deuxième voix, etc. Avec tout un tas de manières de faire utilisées par les gens jusqu'au 19e siècle et qu'on a pas mal perdu, enfin retrouvé quand même, mais qu'on n'utilise pas beaucoup pour la formation des gens. Et donc là, il explique, je vous mets, c'est un extrait très court, hein, c'est 30 secondes, si ça vous intéresse, je le mets en route. Espérons que... Est-ce que vous entendez ou pas? Non, vous n'entendez pas. Bon, alors, du coup, j'enlève mon casque. Ça va. C'est pas terrible, mais j'espère que vous entendrez mieux. Je monte le son. Je recommence, hein. Excusez-moi pour le
On a donné des documents qui permettaient d'être une petite piste pour faire des improvisations dans les 3 ateliers, aussi bien Renaissance, baroque que classique. Et puis, à partir de ça, on a essayé de leur faire construire des phrases. On les a rendus attentifs à la nécessité de faire des répétitions, de faire des ajouts à des phrases. Et dans chacun des ateliers, on a eu des documents spécifiques qui permettaient d'être dans un certain style plutôt que dans le même style partout. Et à mon avis, c'est ce qui fait qu'ils ont appris à faire des choses pour lesquelles ils utilisaient leur intuition, leur imagination. Voilà. Et alors maintenant, je vous montre le résultat. Ne me dites pas que l'altiste joue faux, parce que c'est vrai. Mais quand même, ce que vous entendez là, c'est écrit par le quatuor. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que du coup, on rentre vraiment dans les processus d'écriture de la musique, écriture au sens large, hein, y compris, c'est comment on fait pour faire de la musique. Voilà, donc ils font différentes choses que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Mais ça amène un autre dispositif, c'est le dernier que je vais vous présenter, qui est comment on pense le perfectionnement artistique des étudiants. Bien, on pense exactement comme j'ai réfléchi les questions de pratique musicale non dirigée. C'est-à-dire que quand je suis arrivé au CFEDEM, le perfectionnement instrumental des étudiants était organisé avec un cours toutes les semaines ou toutes les 2 semaines avec un prof dans un conservatoire. Donc, si on met toutes ces heures de cours dans un sac, on se rend compte que sur un an, ça fait, allez, 30 heures. Et donc, si ces 30 heures, on ne les prend pas d'un coup, mais on dit, on va vous accompagner, on va vous donner un référent avec lequel vous allez négocier sur la base du cahier des charges que l'on vous donne. Votre cahier des charges, le voilà. Je vous fais un résumé, hein, parce qu'évidemment, c'est un petit peu plus long. Vous avez 3 projets à réaliser. Un dans votre domaine, dans votre pratique musicale dominante. Un dans un domaine connexe, une pratique voisine, et un dans un genre musical éloigné. Pour ça, vous allez avoir des heures ressources qui vous sont allouées. C'est le fameux baluchon des 30 heures ou de 60 heures, selon qu'on pense par année ou sur 2 ans. Et puis, vous allez travailler un processus qui, petit à petit, vous amènera à une réalisation. Laquelle réalisation peut être un concert public, peut être un enregistrement, peut être une conférence, peut être tout un tas de choses. Et alors, dans le cahier des charges, il y a entre autres la question du défi artistique. C'est-à-dire que pour pouvoir se former, il faut se donner un défi, mais un défi réaliste. Donc, ne pas reproduire des choses déjà expérimentées, ne pas faire le projet de quelqu'un d'autre, et puis se questionner sur la manière dont on fabrique la musique. Évidemment, le projet le plus éloigné de moi va concerner une musique que je ne pratique pas bien. Donc, il va falloir que je me préoccupe de savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est le A, c'est ma pratique, le C, c'est ce qui est le plus éloigné. Mais après, le A de quelqu'un qui est en musique classique peut être le C de quelqu'un qui est en musique actuelle, si on le fait en groupe. Et donc, ça donne un fourmillement incroyable. Et évidemment, on va fabriquer tout un pan de la formation sur cette logique-là. Dans le cahier des charges, il y a aussi à quel public, pour quelle destination, dans quelle forme, etc. Des questions de médiation. Évidemment, les projets artistiques, souvent, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire, il y a des contenus, il y a du matériel, il y a une durée, il y a un espace, il y a un public, il y a une communication, et c'est le projet artistique. C'est comme ça que fonctionne une maison d'opéra. Mais dans une maison de formation, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dans une maison d'opéra, ça marche comme sur le dessin. Mais dans un centre de formation ou dans un établissement de formation au sens large, hein, enseignement supérieur, ben ça fonctionne plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours, il y a une récursivité jusqu'à ce qu'on aboutisse à quelque chose de structuré, de construit. Voilà un peu le principe.
je pense que, étant donné le temps dont nous disposons, il faut que je m'arrête là. Mais j'attends quelques réactions, bien sûr. Là, vous avez entendu, ça a fonctionné le son, hein? Parfaitement. Merci beaucoup Yannick, encore une fois, pile poil dans les temps. Merci pour ce respect du timing imparable. Voilà, donc on peut peut-être ouvrir un dernier temps d'échange, de réaction, de discussion, de questionnement sur ce qu'on voit poindre en fait comme interrogation, en tout cas de mon côté, c'est la pratique que vous avez impulsée au sein du CFEDEM de Normandie, du coup, comment finalement elle s'importe finalement dans un conservatoire, dans une école de musique, de danse ou de théâtre, comment elle existe déjà, peut-être qu'on pourra avoir des témoignages sur des expérimentations, des tentatives, des choses qui sont incrémentées dans le projet d'établissement au jour d'aujourd'hui. Enfin voilà, avoir des réactions, des retours et surtout parler des difficultés, parce que c'est là que c'est intéressant de voir dans l'échange de pratiques qu'est-ce qu'on pourrait identifier comme piste de travail ensemble. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions? Moi, je peux déjà réagir, c'est que je peux vous dire que ce n'est pas facile à mettre en œuvre ça dans un établissement. Fut-il supérieur et beaucoup plus autonome, moins dépendant de la commande publique, on a quand même une commande publique, hein, on a des arrêtés, un référentiel de compétences, etc., un certain nombre d'attendus. Mais c'est quand même pas simple. Alors, on a une main de Monsieur Garcia. Si vous voulez bien ouvrir votre micro. Oui, bonjour Yannick, bonjour Magali, bonjour à tous. Je trouve toutes ces pistes fort intéressantes. Jean-Christophe, excusez-moi, je vous coupe. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît, pour savoir qui vous êtes? Donc, je suis coordinateur des études à l'ESMD, donc l'École supérieure musique et danse des Hauts-de-France. Je m'occupe plus particulièrement donc, de la formation ou des formations au diplôme d'État. Voilà, parce qu'il y a évidemment une licence d'interprète, comme le mentionnait Yannick, d'NSPM. Je réagis un peu au tout début de ton intervention, Yannick. Finalement, par rapport à la posture d'agent et d'acteur, c'est ce qu'on retrouve, je trouve, autant évidemment dans les équipes pédagogiques, mais aussi dans la posture d'apprenant. C'est-à-dire à quel moment aussi l'élève d'un conservatoire, d'une école de musique, peu importe, l'apprenant en général ou même l'étudiant, se sent la légitimité aussi d'être acteur dans son apprentissage, alors qu'il s'est construit dans un enseignement sans caricaturer, mais où l'enseignement transmissif a eu une grande place. Il y a vraiment la question de pourquoi déconstruire ce qui a fonctionné pour eux, ça revient souvent. Et c'est vrai que dans les formations au diplôme d'État, si on présente tout de suite des pédagogies dites nouvelles, enfin qui ne sont plus tellement nouvelles, mais on va forcément se heurter à toute cette construction-là, à toutes ces représentations qu'il faudrait soit fissurer, mais pour les fissurer, il faudrait aussi connaître toutes les croyances qu'il y a derrière cela. Nous, on s'est aussi intéressé à l'ESMD avec un projet de recherche sur les enjeux et spécificités du travail individuel du musicien, c'est-à-dire pas du cours individuel, mais vraiment de la spécificité du travail du musicien en tant que ce travail un peu solitaire. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les étudiants, même du coup, dans l'enseignement supérieur, donc entre guillemets, ceux qui ont réussi, je ne dis pas que les autres n'ont pas réussi, ce n'est pas du tout ma pensée, mais en tout cas, ceux qui ont eu l'envie et qui ont pu se professionnaliser, on voit bien que la question de l'autonomie, même dans le travail individuel, elle est à questionner, même pour des personnes qui sont déjà en licence. Donc finalement, quand on les place aussi en tant que pédagogue, ça les met dans une posture où ils sont amenés à réfléchir sur aussi les modalités d'enseignement, mais pas que. Ça veut dire que même dans un enseignement qui peut être transmissif ou d'ordre du constructivisme, etc., comment est-ce qu'on met l'élève dans une posture d'acteur avec une véritable distance critique? C'est un peu ce qu'on les amène à faire, même avec finalement leur propre référent, parce que ça les amène à apprendre ou à réfléchir sur les processus d'apprentissage. Et c'est vrai que la question de la segmentation des apprentissages, elle est vraiment importante, parce que si on est dans une posture passive, on vient finalement consommer des modules d'enseignement
Et s'il n'y a pas à un moment donné une posture active qui leur permette de faire des liens entre les enseignements, et ben finalement, on n'a pas une garantie à la fin de la formation que tout ça fasse un bon mélange, en tout cas, où que ça arrive à une vraie réflexion personnelle. Donc, je rejoins aussi les questions d'EAC ou de pédagogie de projet, etc. Dans ce que je vois, nous, ce qu'on fait dans l'accompagnement de l'EAC, c'est vraiment aussi donc, vraiment les accompagner, les guider, mais on peut avoir un groupe de musiciens, par exemple là, qui est suivi par une professeure de danse et qui seront aussi aidés pour l'analyse d'une pièce par un professeur d'analyse et qui seront obligés finalement de faire appel à des compétences diverses, des compétences de didactique, des questions de psychologie par rapport au développement de l'enfant parce qu'ils interviennent dans une IMP, etc., etc. Et donc, c'est aussi leur dire qu'en tant qu'enseignants spécialisés, qu'ils peuvent, dans un projet artistique, n'être pas forcément que des instrumentistes, mais aussi mettre en valeur, comme tu le disais, des compétences autres, ou que même s'ils ne sont pas spécialistes, par exemple, de la danse ou de la mise en espace, eh bien, qu'il y a des choses à apprendre finalement assez simples et qu'ils ont le droit aussi, ou la légitimité en tout cas, de s'en emparer. Et ça, je pense que dans l'enseignement spécialisé, dans leur construction par les conservatoires, il y a quelque chose à creuser dans la question de la légitimité aussi. Et est-ce qu'ils ont le droit aussi de se présenter comme des artistes polyvalents et pas seulement spécialistes? Déjà qu'en tant que spécialiste, c'est parfois pour certains difficile d'avoir cette confiance, ce degré de confiance-là. Alors, c'est un peu peut-être confus mon propos, mais voilà, ça rebondit un peu sur tout ce qui s'est dit et je pense qu'il y a. Et c'est que comme ça qu'ensuite les équipes pédagogiques peuvent aussi se donner le droit de repenser autrement des parcours de formation dans les établissements où ils enseignent. Voilà. Penser les parcours, c'est vraiment une question de prof et c'est une question de projet. C'est des questions qu'on aborde dans les projets d'établissement. Et c'est vrai que on les forme beaucoup au projet d'établissement et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a un grand nombre de nos anciens étudiants qui sont dans des structures dans lesquelles le projet est un projet formel, c'est-à-dire un projet écrit sans eux. Alors que nous, on essaye ils ont des cours qui sont les mêmes cours que ceux qu'on donnerait à des directeurs de conservatoire ou d'école de musique. Et donc, j'avais envie de dire quelque chose sur la construction de parcours, mais je vois que M. Chatenoux a une question, il lève la main, alors je vais le laisser parler. Je vous remercie, mais je ne voulais absolument pas vous couper, Yannick. Je vous en prie, terminez si vous voulez. Non, mais je vous en prie, je sais ce que je veux dire, je pourrais le dire tout à l'heure. Merci. Non, simplement, voilà, je me permets de réagir. C'est une réaction. Je me suis noté plusieurs points au fur et à mesure de votre intervention et puis des réflexions qui sont en train d'apparaître. Et je dois vous avouer quelque chose. Au début de votre présentation, M. Lefort, c'est vrai que notamment sur tout le côté historique un petit peu de la structuration d'où on part à peu près, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, tiens, on repart sur un historique, c'est vrai. Voilà. Et puis je vous en remercie en fait d'être passé par là parce que finalement, ça souligne bien à quel point aujourd'hui, il est quand même sidérant en 2022 de devoir encore, je dirais, creuser comme vous faites, effectivement, pour amener les personnes qui sont en formation à ces réflexions qui dépassent largement le simple enseignement de leur instrument, mais cette prise en considération de l'environnement dans lequel ils sont, de la notion de projet artistico-pédagogique, de la notion de travail en concertation, en passerelle. J'ai vraiment trouvé très intéressant votre intervention quand vous dites il est quand même temps de se questionner sur ce que fait l'élève quand il sort de notre salle de cours après, vers quoi il va, vers qui il va, vers quel discours il va. Est-ce que ce discours est le même, va dans la même direction systématiquement ou pas? Donc voilà, je vous avoue que j'ai vraiment été sidéré quand même par
par le fait que, voilà, encore aujourd'hui, on doit se battre pour remettre au centre cette question-là. Et je vous avoue, et j'espère que vous ne prendrez pas mon intervention comme trop pessimiste, mais que j'ai eu, excusez ce côté un petit peu personnel, j'ai eu l'occasion de passer un diplôme d'État en 2003 de musique actuelle. Dans le cadre de notre formation, en tout cas, je trouve qu'il y a presque un grand recul, même aujourd'hui, puisque on était absolument sensibilisé à cette question. Cette question était déjà au centre en fait, de la formation. Il y avait des dispositifs qui apparaissaient au niveau national qui tendaient quand même à aller sur je dirais presque une obligation quand même pour quelqu'un qui avait des prétentions quand même d'enseignants, notamment dans des conservatoires, que ce soit des CRC, des CRD ou peu importe, quand même de prendre en considération ces questions. Donc ça, c'était le premier point. Je vous avoue que je trouve que c'est très intéressant en 2022 quand même de rappeler ça. Et puis, on parle puisque la question quand même de ce webinaire, c'est peut-on former des profs, les enseignants, je trouve que vous avez soulevé aussi la question intéressante de la formation des directeurs d'établissement et de leur propre capacité dans leur formation à intégrer en fait et à impulser en fait cette notion de projet partenarial. Il y a un côté managérial en fait qui est absolument impératif, et je trouve que ça soulève cette question-là aussi, puisqu'on sait bien que c'est toute une chaîne. Et je voudrais donner un exemple précis par rapport à ce que je viens de vous dire. Et là, je reprends la casquette département et non pas titulaire d'un DE et ancien enseignant. Le département de Vaucluse a mis en place, dans le cadre de son schéma départemental des enseignements artistiques, un dispositif qui s'appelait avant le FIP, le Fonds d'innovation pédagogique. Maintenant, on appelle ça une aide au projet. Et donc, vous avez eu Fonds d'innovation pédagogique. L'idée était de pouvoir accompagner des projets qui impulsait quelque chose de nouveau, d'innovant, en tout cas qui permettait aux élèves qui y participaient d'être confrontés, de frôler, de toucher une esthétique, un style, un discours musical qu'ils n'ont jamais l'occasion d'entendre ou auquel ils ne sont jamais confrontés au sein de leur parcours d'élèves. Et en fait, on s'est trouvé dans une situation tout à fait incroyable au niveau du département, à savoir que nous avions un dispositif, donc des financements, mais par contre, on avait peu de projets. Et ça, je vous avoue que ça a été la claque, en fait. Pourquoi ? Parce qu'un des critères, notamment, pour obtenir ces aides, c'était que, bon, effectivement, on soit sur quand même un projet un peu innovant, encore une fois, mais aussi une dimension partenariale. C'est-à-dire qu'il fallait que deux écoles de musique ou de danse, en fait, aient ce projet en commun-là. Et là, ça a été la révélation, en fait, de la difficulté, voire de l'incapacité qu'avaient les établissements. Alors, je dirais, parfois les professeurs, parfois, ce n'était pas les professeurs, c'était les directeurs aussi, à travailler ensemble sur un même projet. Donc ça, c'était assez intéressant de voir un dispositif départemental à l'intérieur d'un schéma qui finalement ne trouvait pas, en fait, ne tapait pas au bon endroit. Enfin, c'est pas qu'il tapait pas au bon endroit, parce que je pense que le dispositif était bon, mais en tout cas, qui révélait les difficultés que pouvaient avoir les enseignants porteurs de projets à mener leur projet au sein de leur établissement. Voilà, c'est une réaction un petit peu vive comme ça, mais vraiment... Voilà. Merci de la pertinence de votre intervention et d'avoir rappelé cet historique, parce que ça met justement un miroir par rapport à la situation actuelle, je trouve, qui est assez intéressante. Merci Nicolas Châtenoux du département de Vaucluse, vous l'aurez compris, chargé de mission enseignement artistique. Yannick, si vous me l'accordez, je propose qu'on passe la parole à Frédéric Brard et on vous invitera à réagir et conclure du coup le webinaire, puisqu'il est déjà 15h27. Frédéric ? Deuxième question, allez. Frédéric, puis Alexandre Prusse. En moins de 1 minute 30 chacun, si vous voulez bien. Ok, je vais juste être très court. Je voulais réagir sur 2-3 petits points. D'une part, sur les textes. C'est vrai, comme Yannick l'a souligné, le dernier projet du ministère est assez, je dirais, affligeant par rapport à ce qu'on a vécu et les évolutions qu'on pouvait en attendre.
Néanmoins, en tant que directeur d'établissement, on s'appuie aussi sur beaucoup d'autres textes. Vous avez cité les droits culturels, mais il y a aussi les projets culturels de nos collectivités, il y a aussi les schémas départementaux, il y a aussi ce qui peut émerger suite à des plans type cité éducative, les plans d'éducation artistique et culturelle, ce qui veut dire qu'on a vraiment finalement un socle de données et de réflexion qui est plus large que seulement le schéma national d'orientation, même si pour des établissements classés, il continue à être une référence. Donc je voulais faire remarquer cela, et puis également vous dire que moi, depuis que j'exerce ce métier, soit d'enseignant, soit de directeur, je rencontre énormément de collègues enseignants qui aujourd'hui présentent toutes les qualités, les compétences pour être sur des types d'enseignement différenciés, mener des actions d'éducation artistique et culturelle, et que peut-être effectivement les questions de conduite d'équipe, mais aussi de validation par moment politique, sont aussi en jeu pour ces évolutions-là. Et ce que vous avez remarqué, Yannick, au tout début sur la question de la construction d'un emploi du temps ou d'une organisation au sein de l'établissement sont aussi en jeu. Aujourd'hui, pour moi, là où je suis à Lens, par exemple, la contrainte des locaux est une contrainte très, très forte sur le fait d'ouvrir, de repenser complètement les modèles d'enseignement et pouvoir disposer suffisamment de salles pour avoir des allées et venues sur des barrettes horaires. Voilà, c'est des choses qui étaient possibles dans l'établissement précédent. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe à imaginer, mais qu'à cela ne tienne, on va y travailler. Et enfin, peut-être que des fois, le cadre de la fonction publique des enseignants artistiques n'est pas toujours propice dans ce qu'il pose à ce travail collectif. Je pense que ça fait partie aussi de nos difficultés et de l'image par moment de la profession. Merci Frédéric. Et la dernière intervention qu'on prendra avant de laisser la parole pour conclure et réagir à Yannick Lefort. Donc Alexandre Prusse, je vous laisse vous présenter rapidement s'il vous plaît. Bonjour à tous, donc Alexandre Prusse, je suis prof d'accordéon et ancien donc au Conservatoire de Lens, donc bonjour Frédéric, et ancien étudiant de l'ESMD, donc l'École supérieure de musique et danse de Lille. En fait, donc merci Yannick Lefort pour cette intervention. Merci Frédéric d'avoir envoyé le lien, c'est super intéressant. J'avais une question vis-à-vis de la moyenne d'âge d'entrée au CFEDEM. Et en fait, ce qui me pose question, pourquoi je pose cette question-là, c'est parce que heureusement, finalement, que j'ai eu, je parle à titre très personnel, heureusement que j'ai eu tout le bagage d'enseignement encore spécialisé pendant mes études à l'ESMD et par la suite en master à Amsterdam parce que quand je suis arrivé dans le milieu artistique, professionnel, entre guillemets, sur scène, si je n'avais pas eu toutes ces heures d'enseignement en individuel avec un prof qui m'a encore ouvert d'autres esthétiques musicales, d'autres répertoires, peut-être que je n'aurais pas été capable de les affronter, que ce soit par l'improvisation ou même le répertoire contemporain, toutes les aptitudes techniques qui sont demandées sur un instrument. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment est-ce qu'un DE, ça peut se faire sur 2 ans seulement et est-ce que si on sort d'un DEM à 18 ans d'un conservatoire régional, est-ce que 2 ans de formation au DE suffisent pour être enseignant et être capable d'être force de proposition au moins à la hauteur de ce que vous demandez ou proposez ou des enjeux qui sont à venir? C'est une question. Donc, je suis soumis à la question, il faut que je réponde alors, c'est ça? Ah, désolé. Oui, ouais, je veux bien. Yannick, moi, on vous propose peut-être effectivement de répondre à la question et puis de réagir globalement sur ce qu'on vient d'entendre. La moyenne d'âge, il y a 2 questions. La moyenne d'âge d'entrée au CFEDEM, ça dépend des années, mais c'est âgé et ça correspond parfaitement à un âge de master, voire ensuite. C'est-à-dire que les gens ont eu des expériences artistiques, parfois pédagogico-artistiques ou artistico-pédagogiques, avant de venir passer un diplôme d'État. Ce qui prouve bien que le niveau le positionnement du DE à Bac+3 n'est pas du tout adapté.
avec la raison qui est souvent invoquée, c'est ben oui, mais si on le fait passer à Bac+5, les gens vont demander à être payés comme un CA. Ce n'est pas vrai, puisqu'il suffit de le décorréler des statuts de la fonction publique. Les attachés ont parfois 2 masters, c'est très courant, et pour autant, ils sont recrutés au grade d'attaché. Donc, à mon avis, ce n'est pas là le sujet. Est-ce que 2 ans, ça suffit? Ben, de toute façon, ça, c'est la même question que les profs qui trouvent que 4 ans pour un cycle, ça ne suffit pas, qu'une salle de cours de telle taille, ce n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas assez d'argent pour le conservatoire, bref, c'est le monde réel tel qu'il est. Donc, 2 ans, est-ce que ça suffit ou est-ce que ça ne suffit pas? C'est ce qu'il y a pour se former, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas 2 ans en réalité, puisque maintenant le DE est à Bac+3, donc c'est plutôt 3 que 2. Mais généralement, avec les équivalences d'études, la plupart des personnes passent 1 an et demi à 2 ans, effectivement, pour se former à l'enseignement. Est-ce que c'est insuffisant? Est-ce que c'est suffisant? J'ai mon idée, je dirais la réponse est dans la question. En tout cas, c'est ce qu'on a et il faut s'en contenter. Je voulais dire quelque chose sur les droits culturels avant de conclure et quelque chose sur la structuration. Je vais partager mon écran. Si je retrouve comment faire, il faut faire comme ça et comme ça. Voilà. Les droits culturels, ce n'est pas seulement le droit de pratiquer la musique que l'on pratique. Par exemple, à Mont-Saint-Aignan, c'est au-dessus de Rouen, c'est là où il y a l'université qui nous héberge. Hein. Il y a une salle de spectacle magnifique, avec une programmation magnifique, il y a le centre dramatique. Il est au milieu de Tours. Et les Tours, elles ne votent pas, évidemment, parce que c'est des gens qui ne vont pas voter ou des gens qui n'ont pas le droit de voter, mais surtout des gens qui ne vont pas voter. Et en réalité, la programmation de la salle, elle n'est pas du tout pour les gens qui habitent autour, elle est pour d'autres types de publics. Et donc, ça, c'est la question quelle est la finalité de l'école. Mais il y a aussi, est-ce que les écoles sont là pour toutes les formes de rapport à la danse et à la musique? Donc ça, par exemple, c'est une photo d'une affiche qui date de cette année, enfin de l'année dernière, pardon, 19-20, il y a 1 an, pour s'inscrire au conservatoire. Eh ben, on peut aussi lutter contre ce genre de choses pour les droits culturels, c'est pas mal. Ça va aussi dedans. Par exemple, il y a un ancien directeur d'un très grand établissement français qui a écrit pour une femme interprète « La tentation des bras nus n'est pas sans risque. Le développement de la virtuosité s'accompagne d'un essor de la musculature, parfois très apparente. La vue des muscles en mouvement fait alors penser davantage à une prestation sportive qu'à un spectacle à dimension chorégraphique. Contrairement au sport, le geste musical réclame sa part de mystère. » Effectivement, on a aussi à lutter contre ce genre de choses et je pense que c'est en ça qu'il y a une éthique de service public. Donc, j'ai deux points à dire pour conclure. Peut-être le premier point, c'est qu'il faut qu'on soit des ingénieurs. La réponse, souvent on dit tu théorises énormément, on ne comprend rien à ce que tu racontes. N'empêche que moi, je pense qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie, disait Kurt Lewin, qui est un psychologue social américain. Rien n'est plus pratique qu'une bonne théorie. Pour envoyer une fusée dans l'espace, est-ce que c'est pratique ou est-ce que c'est théorique? C'est ultra théorique, mais ô combien pratique. Il faut des ouvriers chaudronniers pour envoyer une fusée dans l'espace. Donc, à un moment, il faut être très théorique et très pragmatique. Donc, quand on fabrique des cursus, il faut qu'on puisse discuter à quoi ça sert, des finalités, des objectifs, qu'est-ce qu'on vise, des méthodes, de comment on va évaluer et comment on planifie les espaces-temps. Et c'est là qu'on dit, il n'y a pas de salle, donc comment on fait avec le manque de salle ou autre. Et enfin, des aides qu'on va apporter aux élèves. Et en ça, je pense que c'est reprendre, je vous propose 2 citations. L'utopie n'est pas un point d'arrivée, mais c'est un point de départ. On imagine et on veut réaliser un lieu qui n'existe pas. Et l'autre mission qu'on se donne, je pense que nous, hommes de culture, au sens de Césaire, nous sommes des propagateurs d'âme, des multiplicateurs d'âme et, à la limite, des inventeurs d'âme. C'est ce que je nous souhaite. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à vous, Yannick. Merci à toutes et tous pour votre participation. Alors, moi, je vais peut-être laisser le mot de la fin à Magali pour le Pas-de-Calais. Je vais, avant de te laisser la parole, Magali, vous dire que voilà, on développe ces webinaires avec la Fédération pour le LUCA depuis quelques éditions maintenant, qu'on se tient à la disposition des adhérents et des partenaires des adhérents pour en parler, pour avoir des idées, pour en monter de nouveaux. N'hésitez pas à nous saisir, y compris sur la thématique des enseignements artistiques. Et Magali, du coup, j'en profite pour te laisser la parole de conclusion.
Merci Cédric, merci Yannick, merci à tous pour ce temps d'échange, hein, c'est toujours très riche. Et puis 1h30 en visio, on a toujours, moi j'avais quelques craintes avant d'entamer cette série de webinaires avec le Lucas et la Fédération. Et en fait, on voit que ça fonctionne plutôt très bien, en fonction aussi des intervenants. Donc, encore une fois, merci Yannick. Et pour conclure, simplement, je reviendrai pas tant sur le fond de ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses et maintenant il va falloir un petit temps d'absorption, digestion, tout ça. En revanche, sur le format, j'invite vraiment sur le format comme ça, du webinaire et des échanges et des rencontres. Nous, c'est quelque chose qui est beaucoup remonté dans le cadre de la recherche-action et de l'immersion là, avec le Lucas et l'accompagnement. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui nous ont dit que c'était voilà, c'est un format court, c'est 1h30, mais ça permet d'aller voir un peu ce qui se passe en dehors du territoire. C'est ce qu'on a proposé là pendant les trois webinaires. Il y a des exemples assez intéressants sur notre territoire, mais l'objectif, c'était de se tourner un peu vers l'extérieur, l'extra-départemental, voire régional. Je pense que c'est un format qu'on va continuer à développer, nous, en tout cas, au titre du schéma des enseignements et des pratiques artistiques en amateur, parce qu'on voit que ça vient nourrir aussi une réflexion sur la question de la formation. Ça s'inscrit dans une dynamique de formation continue aussi et d'échange, et je pense qu'on en a tous bien besoin en ce moment, mais pas que. Voilà, merci à tous en tout cas. Et je crois qu'on va s'arrêter là. C'était déjà pas mal et bien dense. Et Yannick, si vous nous y autorisez, nous partagerons peut-être votre mail et le support de votre présentation auprès des participants du coup, qui ont participé à ce webinaire. On vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à toutes et tous et à très bientôt pour un prochain épisode, n'est-ce pas? Je me prends pour un présentateur télé, j'adore ça. Bon après-midi à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.